Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, en vue de haut, je suis très heureuse de recevoir un animateur bien connu du PAF. Il a incarné l'esprit Canal première génération, je précise, spécialiste des faits divers et des vraies enquêtes, ce qui est rare également. Et on va parler avec lui, alors qu'on est à l'approche de Noël, d'un sujet grave, mais vous allez comprendre pourquoi il faut en parler justement en ce moment. Bonjour Carl Zero. Bonjour, je suis ravi d'être à votre micro. Et vous m'avez invité beaucoup et je suis jamais venu. Mais à ma distance de temps en temps. Ouais, mais à ma décharge, je vis pas à Paris. Mais là, c'était l'occasion. Et en plus, vous avez parfaitement raison. On se tutoie, on se vous voit. Bon, on peut se tutoyer, allons-y. Moi, je préfère, c'est mon habitude. Tu sais bien, du temps du vrai journal, je tutoie les gens, mais parce que c'est mieux de se tutoyer, on se dit les choses. C'est bien d'en parler maintenant, parce que c'est Noël. Et je me permets de te rappeler que Noël, à l'origine, c'est pas les fêtes, c'est une fête chrétienne. C'est la naissance du petit Jésus. Or, Jésus, devenu grand, a dit « Ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, eh bien, c'est à moi que vous le ferez. » Et donc, c'est l'occasion de penser... d'avoir une pensée catholique ce matin et de dire, non, effectivement, si on touche aux enfants, c'est à nous tous qu'on touche. Parce que ces enfants, ils en prennent pour perpète, et après, leur vie est brisée. Donc, c'est ça le message de Noël, au-delà des cadeaux et du sapin et des autres gaudrioles habituelles. Oui, vous avez bien raison, ou tu as bien raison, Carl, de rappeler, de faire cette mise au point sur la période de Noël. Alors, deux actualités ces derniers temps. Évidemment, en mars 2021, ce magazine, L'Envers des Affaires, que tu as lancé. L'Envers des Affaires qui traite, alors je cite les unes de L'Envers depuis mars 2021, fournirait, enquête exclusive, qui se cache derrière l'ogre des Ardennes, l'affaire Lelandais, alors là, tu es un grand spécialiste, l'affaire Outreau, les nouvelles esclaves du porno français et le dossier sur les crimes rituels dans le numéro 6. Et puis là, c'est le numéro 7 qui sort, donc pour décembre-février. Oui, qui est consacré cette fois-ci. Il y a deux thèmes principaux, je dirais, dans le magazine. Le premier, c'est la Team Moore et ceux qu'on appelle les chasseurs de pédos, qui sont donc des citoyens lambda, ordinaires, puisque, par exemple, Neila Moore, elle est femme de ménage la journée, et le soir, elle se transforme en petite fille virtuelle pour attirer, via évidemment Internet, les réseaux, les téléphones portables, des pédophiles qu'ensuite ils vont pourchasser et livrer à la police. Ouais. Donc ce sont des gens qui sont des héros positifs, ce sont des gens qui se donnent un mal de chien et qui ont réussi à faire tomber un nombre incalculable de prédateurs pédophiles parce que on oublie, nous, parents, que les enfants ont des portables et on oublie qu'ils peuvent se faire draguer comme ça extrêmement facilement par des vieux pervers ou des jeunes, parce que malheureusement maintenant ce sont plutôt des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans qui vont attirer des petites filles de 8 à 12 ans en se faisant passer pour eux-mêmes des petites filles de 8 à 12 ans, avec de faux profils. Et donc, ce que fait la Team Moore, c'est de se faire passer pour une petite fille pour attirer, là, pour le coup, pas des petites filles, mais des vrais pervers. Alors ça, c'est très intéressant comme dossier. Bien sûr, on va y revenir. C'est d'ailleurs porteur d'espoir, parce qu'on peut aussi ici parler des choses positives qui se passent. C'est Noël, alors on parle de trucs positifs. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment du positif, parce que cette brigade citoyenne, c'est plutôt un système anglais, anglophone. Oui. Et qui fonctionne super bien en Angleterre et là qui commence à émerger en France. Et qui est légal, c'est-à-dire en fait l'intelligence de Stephen Moore, donc qui a créé ce truc à la Réunion où il vit, c'est qu'il a bien regardé comment faisaient les Anglais et il a cherché non pas les failles dans la loi française républicaine, mais il a trouvé les façons de faire de façon à ce qu'on puisse pas leur reprocher d'être dans l'illégalité. C'est-à-dire que quand ils attrapent un pédocriminel, et d'ailleurs, je lui dis, dans l'interview, je lui dis, mais comment tu fais pour pas lui mettre un pain dans la gueule? Mais il dit, si je fais ça, là, je suis mort. Alors que si on le livre à la police, normalement, il n'y a aucun problème. Et alors, tu vas plus loin en ce moment, dans les actualités, dans les promotions. Il y a cette plateforme VOD qui permet d'avoir accès aux documentaires et enquêtes passés sous silence dans les grands médias. Je propose à nos auditeurs d'écouter la présentation de cette chaîne Carl Zero TV. C'était le 11 décembre dernier. Par qui d'autre que par Carl Zero. Aujourd'hui, tous les enfants ont des portables et sont autant de proies potentielles de cyberprédateurs. Tout le monde en est bien conscient. Mais que font les pouvoirs publics? Rien. En France, comme dans le monde entier,
il y a des journalistes, des documentaristes, des lanceurs d'alerte qui travaillent pour leur donner la parole à ces victimes. Ils sont là pour nous alerter sur l'extrême gravité du fléau pédocriminel, sur l'urgence qu'il y a à se réveiller pour l'éradiquer. Mais qui les voit, leurs documentaires, leurs films? Pourquoi est-ce que c'est si difficile, presque indécent, d'informer sur la pédocriminalité? Parce que ce ne sont pas des œuvres mainstream, ni les plateformes, ni les chaînes de télé n'abordent le sujet de front. Alors moi, je vais reprendre cette question pour commencer cette interview. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, voire indécent, d'aborder ces sujets aujourd'hui, Karl Zero ? Le sujet de la pédocriminalité, il est tabou, je dirais, depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu, de la part, c'est 95, voire 96% d'hommes qui ont de l'attirance pour des enfants, le plus souvent dans la famille. Ça peut être sa propre fille, ça peut être son propre fils, ça peut être des cousins, etc. Mais il y a aussi, parallèlement, un système dit de réseau, c'est-à-dire que, alors ça, on nous a refusé l'existence du réseau depuis 20 ou 30 ans qu'on en parle, en disant, non mais le réseau pédocriminel est un truc qui n'existe pas. Or, quand des gens fricotent avec des enfants, ils ont tendance à se réunir entre eux, ça peut être de façon virtuelle en s'envoyant des vidéos, ou au cours de soirées. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le problème des... comment on pourrait dire, appelons ça des partouzes. Bien souvent dans les partouzes, on va faire rentrer de façon en réalité évidemment très intéressée des mineurs. Mais les participants de ces partouzes étant eux-mêmes assez éméchés ou ayant pris de la drogue, de la cocaïne, fumé des joints, etc., ne se rendent pas bien compte qu'ils vont faire à ce moment-là des actes illégaux et répréhensibles sur des mineurs. Et ensuite, évidemment, c'est un système vieux comme le monde. Ils sont tenus, on appelle ça le compromat, le chantage sexuel. Et c'est un truc qui, évidemment, fait que les médias mainstream n'aiment pas en parler parce qu'au fond, ils savent pas bien dans quoi ils mettent les mains ou les pieds. Et ils se disent, c'est très glissant comme terrain parce que qu'est-ce qui me dit que tel patron qui est au-dessus de moi, ou encore au-dessus, tel actionnaire n'est pas dans ce genre d'affaires-là, donc peut-être il vaudrait mieux écraser, et donc finalement tout le monde écrase, personne ne veut en parler, et à l'arrivée on fait comme si ça n'existait pas. Et donc on s'est heurté pendant des années à cette réponse, à la fois de la justice, de la police, de tout le monde, et évidemment de nos collègues des médias, mais non, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Eh bien si, malheureusement ça existe, et il est temps maintenant, en tout cas moi c'est à ça que je me consacre aujourd'hui, de faire comprendre que ce problème existe, qu'on ne peut pas le laisser sous le tapis indéfiniment comme ça depuis tant d'années. Moi, je l'ai déjà dit, en fait, et vous l'avez évoqué en début d'émission, ma carrière, elle est faite. J'ai été on s'appelait entre nous les fantaisistes buccaux, avec Antoine Decaune, Albert Algou, les nuls, je sais pas quoi, toute cette époque-là, on a bien rigolé. Et puis, arrive un âge où on devient plus sérieux. Et on se dit, mais je fais quoi de ma vie en vrai maintenant? Parce que si ça consiste toujours à être ce qu'on appelait autrefois les voleurs de patates, les fameux comme Jean-Luc Delarue qui avait des brouettes avec Delors ou Arthur ou machin, moi ça ne m'intéresse plus du tout. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire avancer les choses concernant les enfants. Parce que j'ai rencontré énormément de victimes. Et c'est aussi, d'ailleurs oui, c'est dans ton travail de journaliste que, finalement, et de faits divers, etc. que... Déjà ça m'est tombé dessus avec l'affaire Allègre. Dans l'affaire Allègre, je m'en suis pris mais plein la gueule, ça a bousillé ma carrière. Alors qu'en fait j'avais juste le témoignage d'une ancienne prostituée qui à l'époque avait 16 ans et qui était entrée dans une pièce où il y avait une gosse qui était attachée à un radiateur, en train d'être attachée à un radiateur, qui était une gosse qui avait pas de poitrine, qui avait 11 ou 12 ans. Et elle avait jamais osé en parler, elle m'en a parlé, moi j'ai osé le diffuser à la télévision, mais comme dans l'histoire on parlait du patron de l'époque du CSA, Dominique Baudis, là j'étais mort, et je suis mort, c'est-à-dire j'ai eu le mur face à moi, j'étais pourtant pas tout seul, il y avait Le Monde, il y avait Paris Match, il y avait La Une, il y avait La Deux, mais celui qui a pris, évidemment, ça a été moi. Là, je me suis dit, donc il y a un problème. Et ensuite, quand j'ai été jeté comme un malpropre, après, je me suis mis à faire des docs de faits divers. D'abord 13e rue et puis RMC Découverte. Et je me suis spécialement intéressé à ces histoires de pédocriminalité. Et là encore, j'ai été bien seul. Et à force de se sentir seul, on se dit, bon, à un moment, on va plus faire que ça. Puis voilà, ça a décidé finalement de mon destin. Je me suis trouvé à me dire, mais si moi je bouge pas, mais qui va le faire? Bon, moi, je peux aller parler
Parce que avec les années, tu prends une certaine aisance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des gens de pouvoir. Je peux parler de tout avec n'importe qui. Donc, pour défendre cette cause, je me suis dit, merde, t'es le mieux placé. C'est à toi de le faire. Après, évidemment, ben, c'est pas un business. Tu en vis pas. Bon, mais c'est pas grave, bientôt, enfin, ça dépend de Macron, mais je vais toucher ma retraite. Oui, ça c'est une autre question. Nicolas Vidal. Oui, Carl Zéro, bonjour, merci. Bonjour Nicolas. Merci de ta présence. Une question sur les médias, parce que en tant que fondateur aussi de médias indépendants, et comme Ligne Droite et Radio Contre-Dit sont les mêmes, finalement, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de déni des médias. C'est intéressant, cette vision, mais finalement, tu as été attaqué aussi. Et récemment, tu as été attaqué sur ce documentaire notamment. Comment tu expliques? Donc, est-ce qu'il y a un déni, mais est-ce qu'il y a aussi des attaques qui sont portées à ton encontre? Parce qu'on veut surtout pas aussi que tu ébérites le sujet. Donc, on va bien au-delà du déni, finalement. Mais des attaques, attends, je vois pas desquelles tu parles. J'ai eu tellement d'attaques que je ne sais plus. Oui. Ouais. Précise, Nicolas, des attaques sur quoi? Sur le documentaire 1 sur 5 sur... Les attaques sur le documentaire, notamment 1 sur 5. 1 sur 5, pardon. Il y a eu ça, j'ai vu un article de Marianne ce matin, notamment. Donc, par contre, Marianne t'a permis de répondre aussi. Ça c'est bien, le droit de réponse. Mais finalement, tu parlais, ils m'ont permis de répondre, ils ont coupé les 3/4 de ce que je répondais. Le mec qui m'a rappelé en me disant « Oh non, quand même, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. » Alors, les droits de réponse comme ça, j'en veux pas, c'est pas la peine. C'est pas un droit de réponse. Bah, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse sur ce sujet de pédocriminalité, parce que c'est un vrai sujet de fond, et ça, j'en conviens tout à fait avec toi. Nicolas, c'est pas un vrai sujet de fond, c'est le sujet. C'est-à-dire, c'est le sujet. Ces gosses, c'est nos gosses. Enfin, je veux dire, ils feront la France de demain. Je veux dire, imagine comment tu es fracassé quand tu es violé enfant. C'est très grave. C'est réellement bon, voilà. Alors après, bon, et puis même quand on n'est pas touché, mais de toute façon, on reconnaît une société. Je suis vieux, je m'énerve. On reconnaît une société aussi la façon dont elle défend ses enfants, elle protège ses enfants. Donc. Bah ouais. Alors là, si on appelle la France pédolente, c'est quand même pas par hasard, quoi. Donc, pardon, le déni. L'interdiction de pouvoir dire ce qu'on veut. Oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai... Bon, alors on va revenir à la plateforme, parce que c'est l'idée, au fond, de la question de Nicolas. Pourquoi tu lances une plateforme? Tu vas te faire devenir Netflix ou Disney? Bah, je crois pas, sur un thème comme ça. Rares sont les gens qui vont se réveiller la nuit pour aller revoir une bonne série sur la pédocriminalité. Il y a ce qu'on appelle l'effet turn-off. On peut pas... C'est une chaîne à consommer avec modération, c'est certain. Parce que les films et les documentaires qu'on a choisis sont pas faciles. Ils sont pas faciles à regarder, mais en même temps, ils sont éveillants et ils parlent à tout le monde. Et tout le monde peut comprendre au travers des images. C'est pour ça que j'avais fait 1 sur 5 en film. On l'avait fait d'abord en manifeste, mais un manifeste, faut le lire. Là, il y avait des images à regarder. Et là, pareil, sur cette chaîne, on voit des images. Et puis aussi, il y a une partie enquête et interview que je mène de personnes qui, sinon, n'auraient pas accès à un micro, simplement. Et ça, c'est des milliers et des milliers et des milliers de gens. Mais c'est-à-dire qu'il y a des documentaires qui sont faits, des journalistes qui font le travail quand même, donc il faut le dire, ou des lanceurs d'alerte, et ces personnes-là ne sont pas diffusées. C'est-à-dire que le travail est fait, il est là, ou il a été diffusé il y a longtemps, et aujourd'hui il est censuré. Il est même plus disponible sur YouTube, il est disponible nulle part. Et ce sont des documentaristes. Il y a même un exemple d'une fiction. A Child Voice, c'est une fiction. Au départ, elle est commandée par Amazon. Amazon la diffuse un soir et la retire définitivement. Faut quand même le faire. Alors donc, dans un cas comme ça, il faut qu'il existe un endroit où on puisse tout voir, tout dire, se poser les problèmes. Si on attendait que Libération, Marianne, je sais pas qui, BFM TV nous disent « Ah, ça vous avez le droit, ça vous avez pas le droit », enfin, on ferait rien. On ferait rien. Je ferais quoi, moi? Je dirais, grave déception au moment de la Coupe du Monde. On aurait pu gagner, mais on n'a pas gagné. Et c'est quand même... Bon, j'ai rien contre les journalistes sportifs, mais sans déconner, il faut qu'on puisse s'exprimer quand on a un truc à dire. Et donc, maintenant, on en est à devoir créer nos médias nous-mêmes. C'est ce que je fais. Ça coûte 5 € par mois. Si on n'aime pas, on peut se désabonner. Mais au moins, c'est un acte militant pour dire ça suffit. Oui, d'ailleurs, on va parler un petit peu de ce financement participatif. On va dire finalement qu'on voit ces médias qui parfois t'allument. On a nommé Libération. Rappelons que Libération, je crois que c'était à la fin de l'été, s'est payé un petit article chez les complotistes, le financement participatif comme modèle des business, avec en première photo celle de Carl Zéro, celle de Carl Zéro dans son appartement, j'imagine. Enfin bon, tout ça pour allumer ces plateformes comme Ulule, Tipeee, des abonnés, des citoyens
citoyens qui viennent payer en plus des redevances qu'ils sont obligés de payer pour la télévision. Ils viennent payer en plus, et là on les allume. Non mais déjà, quand tu veux lire un article de Marianne ou de Libération, tu dois payer aussi. Oui. Donc ils dénoncent un système dont ils font partie. Et nous, à la grande différence d'eux, on ne touche pas de subsides de la part de l'État. Hein, il faut rappeler ça quand même. Monsieur Drahi, tout milliardaire qu'il est, enfin il paraît qu'il a des milliards de dettes, mais il est milliardaire. Oui. Malgré tout, ça j'ai jamais compris. Un concept. Oui. Non mais dans la vie, j'aurais dû faire Drahi. C'est génial. Moins t'as d'argent, plus t'es riche. Bon, bref. Lui, par exemple pour Libération, j'ai pas rêvé, c'est bien 60 millions d'euros qu'ils prennent tous les ans. Je pense que c'est dans ces eaux-là, oui. Voilà, on leur donne 60 millions d'euros pour qu'ils restent un média. Moi, je lance un appel à ceux qui donnent les ronds. Je suis un média, je veux 60 millions d'euros tout de suite pour lutter contre la pédocriminalité. On marche sur la tête, on se fout de notre gueule, mais tout le monde s'en rend compte d'ailleurs. Mais bon, n'empêche que ça marche. Les Français, eux, sont derrière cette plateforme que tu lances. Ah puisque oui, la première campagne a quand même atteint 116% des objectifs. Écoute, oui, et je peux te dire qu'on est maintenant, on est parti avec 2000 abonnés et on est maintenant à 3000 abonnés. Donc, tu me diras, c'est pas énorme, mais les petits fleuves font les grandes rivières ou l'inverse. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une appétence des gens pour être réellement informés. Sur un sujet aussi précis. Mais oui, bien sûr. Et puis après, j'ouvrirai à d'autres sujets, mais pour l'instant, je préfère rester concentré parce que j'ai une capacité de me mettre en colère formidable. Donc, il y a plein d'autres histoires dont j'aimerais parler. Mais pour commencer, je veux qu'on aille au fond de celle-là parce que le fond derrière, c'est de faire réellement changer la société. L'idée, c'est que plus jamais on puisse toucher à un enfant. Et on va y arriver. On va y arriver. Ils vont avoir tellement peur. Ouais, Nicolas Vidal. Ouais, c'est intéressant cette histoire de financement, Karl, parce que on est aussi tous passés par là et on passe par là. Et effectivement, tu l'as dit, on touche pas de subventions, à la différence de certains qui sont toujours en train de pleurer, de couiner pour récupérer des subventions à droite à gauche des investisseurs privés. Et effectivement, c'est la question que je voulais te poser. On voit bien par rapport à ton financement qui s'agrandit en termes de dons que les Français une partie des Français sont de plus en plus rétifs à une certaine forme de propagande sur divers sujets et finalement vont aller chercher, notamment sur ta plateforme ou chez d'autres, une information extrêmement libre, éclairée, ou du moins une information extrêmement indépendante qu'ils ne voient pas dans les autres médias. Est-ce que toi, tu as confiance que finalement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, continuer à agréger des abonnés et surtout élargir, informer le maximum de monde sur le sujet de la pédocriminalité? Est-ce que tu as un réel espoir de ce côté-là? Moi, j'ai plus qu'un réel espoir. Je pense qu'en fait, ils croient qu'ils dominent. Tous ces gens que tu viens de citer dans ces médias, dans cette sphère politico-médiatique et même dans la justice, ils croient qu'ils dominent, mais c'est fini. En fait, c'est nous qui dominons. Les vrais médias, c'est nous. Et les gens le savent très bien. Et c'est parce qu'ils ont confiance en nous qu'ils viennent vers nous. Parce qu'ils voient bien qu'on fait pas de petits arrangements, qu'on fait pas tout ce que les autres font. Et que quand on a un truc même qui nous pose problème à dire, on le dit. Tu vois, on n'a pas au-dessus de nous quelqu'un qui vient dire Karl, ça, il n'y a peut-être pas urgence, hein, on va pas en parler. Mais non, mais je l'ai vécu, moi, du temps du vrai journal. J'ai eu plusieurs directions. Je l'ai quand même fait pendant 10 ans, le vrai journal. Ouais. Donc, j'ai vu au début, quand c'était De Greff, quoi que j'amène comme sujet, il était d'accord. Il disait, putain, on va tout péter, c'est génial. Donc là, ça, comme patron, ça m'allait. Oui. Et ensuite, on est tombé dans des mecs... alors, on savait pas ils tombaient de la planète Mars, les mecs. Et donc, ils disaient, oh là 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 là, sûrement pas. Non, mais là, ça touche. Mais t'as même Karl, enfin, réfléchis. Si tu parles du gazoduc, forcément, on va parler du Kazakhstan. Mais Kazakhstan, c'est également tel truc. Et donc, c'est tel budget de pub qu'on va pas avoir et machin. Renseigne-toi un peu avant de lancer des sujets. Donc, tu finis par faire... À un moment, tu commences à dire, bon, alors, je vais faire l'auto-parodie de mon propre truc. C'est-à-dire, on dit, ouais, on fait de l'investigation et on pète tout. Et en fait, t'as pas le droit de tout péter. Donc, alors finalement, tu finis par dire, t'es viré, mais tu dis, bon, à la limite, c'est aussi bien. Hein. Ouais. Alors, je voudrais qu'on rentre un peu dans le fond maintenant, parce qu'il y a énormément d'enquêtes, et dans l'envers des affaires, et sur la chaîne Karl Zéro TV. Voilà, j'invite tous nos auditeurs à aller se procurer l'un, à aller visionner, s'abonner à l'autre. Et des sujets qui, en plus, touchent à l'actualité tous les jours. Dernières actualités qui ont bouleversé la France, c'est notamment cette affaire Lola, le meurtre de Lola, 12 ans. Toute la France vibrait, évidemment, en octobre dernier, je crois que c'était le 14 octobre, sous l'annonce de ce meurtre
qui a été fait à Paris par Dabia B, une Algérienne sous OQTF. Elle aurait entraîné la victime, je le rappelle, jusqu'à l'appartement de sa sœur, qui vivait dans le même immeuble que l'enfant. Elle aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné sa mort. Un corps qu'on a retrouvé avec des signaux dessus, des chiffres sur un pied, des chiffres sur un autre pied. Et voilà, il y a été question au début aussi de vente d'organes éventuels, mais finalement, l'enquête, en tout cas, on n'en a pas su plus sur cette question. Et il se trouve que vous, Carl Zéro, vous avez travaillé notamment dans ce dossier numéro 6, dans l'envers des affaires, du dossier sur les crimes rituels. C'est pour ça que c'est moi qui fais ce rapprochement, ce n'est pas vous. Est-ce que là, on ne serait pas dans une forme de crime rituel? En tout cas, on a l'impression, il y a de ces chiffres, qu'il pourrait y avoir une forme de rite. Alors, à l'évidence, évidemment, la police ne dit rien. C'est secret défense. Elle a même rétrogradé, c'est-à-dire qu'on a eu des informations qui ont disparu par la suite. C'est ça. Notamment celle des chiffres sur les jambes ou sur les pieds. Bien sûr. Donc clairement, le message, en tout cas, qui nous vient d'en haut, de la police et de la justice, c'est circulé, il n'y a rien à voir. C'est Dabia toute seule qui a commis ce crime horrible parce que elle a été expertisée psychiatriquement. On a dit non, elle n'est pas folle, mais enfin elle est quand même un peu fatiguée. Alors il y aura soit une autre expertise qui nous dira que finalement elle est folle, ils la foutront à l'asile. Alors elle a été considérée aussi très vite comme SDF et finalement on se rend compte qu'elle a l'air d'être une TikTokeuse, une influenceuse qui a l'air très bien dans sa vie quand on voit les images de ses cocktails et tout ça. Oui, elle est sur Instagram ou sur TikTok, maquillée comme un camion, faisant des petites danses lascives, chantonnant des tubes de rail. Non, évidemment, moi, alors ce que je pense, mais je ne peux absolument pas le prouver. Mais non, là, évidemment, là on est dans le. Oui, mais en même temps. Dans l'analyse. Oui, mais journaliste, c'est ça. C'est de se poser des questions, d'être curieux, de dire bon, alors, si je comprends bien. Elle a 24 ans, la petite a 12 ans. Déjà, dans les annales, est-ce que ça arrive qu'une femme de 24 ans viole, tue et écrive le 0 et le 1 sur les pieds d'une petite fille? Jamais. Donc après, on se dit, bon, bah alors clairement, c'est un crime rituel. Donc, alors on pense aux enfants Zouri. Oui. Les enfants Zouri, donc, sont des enfants, c'est notamment en Algérie, des enfants qui sont soit... Georges Fenech en a parlé, d'ailleurs. Ouais, soit albinos, soit des enfants blonds et qui sont sacrifiés dans des sortes pour un but, on va dire, ésotérique, mais sans doute violés aussi, comme ça arrive dans la plupart des cas de crimes rituels qu'on a en France ou dans les histoires qu'on a pu lire aussi aux États-Unis. Les crimes rituels, c'est de l'ordre satanico-ésotérique. C'est de la magie sexuelle et toujours imprégné de luciférisme pour obtenir quelque chose. Donc on commence par sacrifier, comme dans le vaudou, un poulet, un truc, et puis après on en arrive à sacrifier des humains, et puis des enfants, et on a tellement de récits, notamment dans l'affaire Dutroux, toute l'affaire des témoins X, etc., où il y avait des mises à mort de nouveau-nés, des mises à mort, parfois même on faisait des enfants à des fillettes, et quand elles accouchaient, il y avait, je m'excuse, on est près de Noël, mais en même temps, il faut le dire, quoi. Il y avait massacre comme ça. Donc, dans cette histoire, moi, je vous fiche mon billet, mais j'arriverai peut-être pas à le prouver. On enquête, évidemment, on cherche que derrière... vous êtes en train d'enquêter sur ce sujet. Oui, derrière cette Dabia, il y a forcément un réseau, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas c'est un réseau de type Zouri, si c'est un réseau de plus pédosatanique, comme on peut connaître en Europe ou aux États-Unis, mais... Elle, toute seule, tuant la petite fille, j'y crois pas une demi-seconde. Alors, une précision immédiate. Georges Fenech, parlementaire, a précisé que lui aussi, il pensait aux enfants Zouri, qu'en ce moment, il y a une recrudescence. Vous pouvez aller voir des articles de ces journaux locaux, algériens notamment, qui parlent de cette recrudescence de meurtres pour des enfants Zouri. Donc, on voit bien qu'en effet, il y a un phénomène en ce moment. Et ce qui est intéressant quand on lit ces articles-là, c'est qu'on sent qu'il y a cette tendance ésotériste, et derrière, et c'est là où on rejoint vos thèses habituelles, Carl Zéro, derrière, il y a souvent un réseau un peu plus organisé que, on va dire que ce pur ésotérisme, soit de revente d'organes, tout ça, qui rapporte de l'argent, évidemment. Comme je l'ai dit 1 million de fois, on peut avoir un cancer à un bureau de tabac. Un enfant, ça vaut de l'argent. Un viol filmé d'enfant, ça vaut de l'argent. Des organes d'enfant, ça vaut de l'argent.
J'ai fait aussi un papier sur l'Ukraine et sur le fait qu'il y a énormément, déjà avant la guerre avec la Russie, il y avait déjà c'était une plateforme pédophile, et là, ça ne fait que s'amplifier. Et là encore, je n'entends pas mes collègues journalistes des médias dominants venir nous expliquer ça. C'est la patate chaude, c'est le bâton merdeux, c'est le truc qu'on veut cacher absolument, ça n'existe pas. Comme si les gens n'étaient pas capables de comprendre par eux-mêmes et dire ça suffit. Voilà. Alors, autre actualité, puisque parce que tu parles de l'Ukraine, Karl. Un homme et une femme, le 19 novembre dernier, tous deux de nationalité ukrainienne, qui ont été rapatriés en France, ont été mis en examen à Brest, pour captation d'images pornographiques de mineurs, agressions sexuelles incestueuses. Voilà, c'est ce qu'on apprend auprès du parquet. Et les faits auraient été commis au préjudice d'un enfant ukrainien âgé de 7 ans, supposé être l'enfant du couple. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore sûr que ce soit l'enfant du couple. Voilà une nouvelle qu'on apprenait le 19 novembre dernier. Preuve que tous ces sujets que l'on retrouve et dans l'envers des affaires et dans Karl Zero TV sont tous les jours d'actualité. On continue à en parler avec Karl Zero et Nicolas Vidal. On se retrouve après cette rapide pause et information. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes énorme jingle. On voit qu'il se réveille, Karl Zero. Il est arrivé un peu endormi, mais là, ça y est, on sent l'ambiance qui monte grâce notamment à ce magnifique jingle, il faut le dire. Merci à notre réalisateur. Alors, vous l'avez reconnu, il est avec nous, Karl Zero, qui présente son magazine que vous connaissez déjà tous, parce qu'on est au numéro 7 tout de même, l'envers des affaires. L'envers des affaires qui sort son numéro 7 de décembre. L'enfer des affaires aussi. C'est pour ça. Ouais, tout à fait. Et puis la chaîne Karl Zero TV, donc comme je le présentais tout à l'heure, c'est un média alternatif, une plateforme VOD qui présente notamment sur ces questions de pédocriminalité tous les documentaires, toutes les enquêtes qui ont été réalisées mais qui sont passées sous silence ailleurs. Et puis je le rappelle, nous sommes toujours avec Nicolas Vidal de Putsche Media. Alors Karl Zero, nous parlions tout de même des enfants ukrainiens. Alors il y a cette histoire que j'ai relayée du 19 novembre avec ces deux Ukrainiens qui ont fait des captations d'images pornographiques sur mineurs, agressions sexuelles incestueuses au préjudice d'un enfant ukrainien supposé être l'enfant du couple. C'est comme ça que présente le parquet l'affaire, un enfant de 7 ans. Et vous soulignez, vous étiez en train de nous expliquer que finalement l'Ukraine de toute façon est connue pour être une vaste plateforme de corruption et notamment sur ces questions-là. Oui, c'était un peu la plaque tournante pendant des années du trafic d'enfants qui passe bien souvent par les Roumains. Ils ont une spécialité aussi. Ils récupèrent les petits Ukrainiens à la frontière, ils les emmènent après un peu partout, parfois en Afrique, dans les pays arabes. Pendant la guerre ou avant même ? Avant déjà. Et là, en fait, vous vous souvenez que Zelensky a dit tous les hommes restent à leur poste pour se battre. Donc les femmes, interdiction de sortir. Voilà, les femmes ont pris le train quand il y avait des trains où on fait la queue en voiture. Avec les enfants. Et puis, il y a des femmes qui ne pouvaient pas partir. Donc, elles ont appelé par exemple, je ne sais pas, de la famille en Pologne ou de la famille, je t'envoie le petit, va le récupérer. Et puis, il y a beaucoup de petits qui sont perdus en route et qui ont été récupérés par les mêmes styles de Roumains ou de Serbes aux frontières et qui sont rentrés dans le réseau. Et donc ça pose... Mais ça c'est gravissime, mais ça a été relayé ça ? Très très peu, comme toujours. Et vous l'avez trouvé où cette information ? C'est simple, parce que j'avais fait l'interview de Ludmila Denisova, qui était la responsable des enfants pendant la guerre. Mais elle a été virée. Et le fait qu'elle soit virée m'a paru bizarre, que Zelensky lui-même vire cette femme formidable qui justement était chargée de protéger les enfants pendant ces migrations vers la Pologne et vers l'Allemagne, etc. Pourquoi elle est virée ? Donc en fait j'ai cherché à prendre contact avec elle et j'ai fait une interview où elle m'a expliqué la réalité c'est que beaucoup de ces enfants aussi avaient été enlevés par des Russes. Donc alors soit pour les russifier, soit pour les mettre dans des trafics. Donc c'est un vaste problème et il faudra des années avant qu'on comprenne exactement ce qui se joue au niveau de l'enfance, voilà, là-bas. Mais ça fait penser aussi aux migrants qui arrivent chez nous, en France ou en Europe, parmi lesquels il y a énormément de mineurs et qui disparaissent totalement. Les chiffres, malheureusement,
Il n'y en a pas beaucoup de nouveaux. Les derniers qu'on a eus, je crois, c'est 2016. Il y en avait 10 000 qui avaient disparu. 10 000 enfants. Mais on en fait quoi? Ils sont où? Oui. Donc, et j'imagine que... C'est énorme, mais entre guillemets, pardon de cette expression, c'est presque bien pratique, parce que ce sont des enfants migrants, non déclarés, donc évidemment pas de papier, pas d'existence. Une disparition, oui. Et donc, si jamais il passe à la casserole et qu'après il meurt, personne ne va venir pleurer. Ça me fait penser quand même à l'un des extraits de votre documentaire, je crois qu'on le retrouve dans 1 sur 5, mais vous le passez régulièrement, ces témoignages de filles, d'une jeune fille absolument afro-saisissant, où elle pleure et elle raconte ce qu'elle a vécu jeune dans des cercles de maltraitance, on va dire, en sous-sol. Et elle raconte que... elle était la fille de quelqu'un qui participait à ce cercle, mais ceux qui étaient tués, les enfants qui étaient mis à mort sur place, c'était souvent des enfants, elle disait, de couleur, avec une couleur de peau, etc. C'était des enfants, a priori, migrants qui ne parlaient pas français. Ouais, bien souvent des petits Africains. Également des SDF, bizarrement, pas des enfants SDF, des SDF. En fait, il y a visiblement dans leur cérémonie, ça commence par un sacrifice de SDF, par exemple, puis... pour corser, si j'ose dire, un petit peu l'atmosphère, on va ensuite sacrifier un enfant. Et demander parfois à un enfant de sacrifier un autre enfant. Au fond, ce qui m'emmerde, c'est de passer pour un demi-fou en disant ça, parce qu'il y a des gens qui vont écouter, ils vont dire il est complètement gaga, il a vrillé. Mais putain, parlez avec les victimes, parlez avec les gens qui ont vécu ça. Ouais. Et vous verrez à quel point je ne mens pas. Oui. C'est-à-dire, il y a une réalité de Mais cela. on les voit, les témoignages, d'ailleurs. Dans 1 sur 5, vous mettez des témoignages de télévision seulement. Ce sont des télévisions qui datent d'il y a 30 ans et aujourd'hui, ces extraits-là n'ont plus le droit de diffusion. Non. D'ailleurs, ça, c'était un extrait du documentaire d'Élise Lucet qui a été retiré et qui était même inaccessible à l'INA. Et il a fallu que je tambourine en disant, mais c'est quand même extrêmement curieux, parce que moi j'ai racheté les images de l'INA que je mets dans mon film. Bien sûr. Et finalement, ils ont ouvert et j'ai pu avoir les... Parce que sinon, elles étaient en très mauvaise qualité, puisque quelqu'un avait dû les récupérer en filmant la télé avec son caméscope en 2000. Donc l'image n'était pas terrible, mais là, l'image est saisissante. Et l'histoire de ces enfants, c'est qu'une histoire parmi plein d'autres. C'est-à-dire des cercles comme ça, il n'y en a pas juste 2 ou 3... mais pourquoi ils sont couverts? C'est ça la vraie question. Ça ne veut pas dire que tout le monde, toutes les hautes autorités... Moi, je ne suis pas... complotiste? Non, je ne suis pas du tout complotiste. Ça, c'est les conneries de Libération, de complotiste. Enfin, je ne crois pas que la Terre soit plate ou qu'on n'ait pas marché sur la Lune. Je ne crois même pas au Pizzagate. Mais je crois à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce qu'on me raconte. Je vérifie. Je fais mon travail, en l'occurrence, de journaliste. D'enquêteur. Et je me dis, bon, si on protège des cercles comme ça, c'est qu'au sein de cercles comme ça, il y a des gens qui ont d'autres choses à se reprocher, pas ça, pas de la pédocriminalité, mais ils se tiennent les uns les autres. Mais oui, ils se tiennent. Et c'est comme ça que c'est comme depuis que le monde est monde, les hommes ont cherché à la fois à s'entraider pour le meilleur et pour le pire. Et là, on est dans le pire. Oui, ça me fait penser à une autre affaire, c'est l'affaire Epstein. Mais on va peut-être en parler, mais Nicolas Vidal d'abord. Oui, une question, car là-dessus, tu brosses un portrait, un tableau vraiment saisissant, édifiant de cette question centrale de la pédocriminalité. La question que j'ai envie de te poser, quel regard portes-tu sur l'action de Macron là-dessus, sur l'action du gouvernement et l'action des pouvoirs publics? À un moment donné, est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'ils font rien? Je sais pas. Quel regard tu portes là-dessus, toi, politiquement? Ils ont commencé par le premier quinquennat. Ils ont commencé par dire ça sera celui de la femme et donc on verra pour les enfants plus tard. Je me souviens d'être allé porter la bonne parole à Madame Schiappa en compagnie de Oméra Sellier. Nous avons été invités à déjeuner dans son ministère. Nous lui avons, avec Oméra, dressé un tableau précis et extrêmement alarmant de la situation, plus que préoccupante, et de la gravité du phénomène pédocriminel. Elle nous a écoutés, puis finalement nous a dit il faut en parler avec Brigitte, ça passe par Brigitte, Emmanuel est très occupé, Brigitte va vous appeler. C'était il y a 3 ans, j'attends toujours l'appel de Brigitte. Brigitte a d'autres problèmes sur lesquels je n'ironiserai pas. Mais donc, elle n'a pas appelé. Après, donc, ils ont nommé un mec qui venait du marketing et de la pub de chez Havas qui s'appelait Taquet, lequel Taquet était chargé des gosses. Taquet n'a rien foutu. Ensuite, entre-temps, ils avaient d'abord nommé Elisabeth Guigou, ce qui est bien, elle qui passait ses vacances chez Duhamel, Olivier de Sinistre Mémoire. Oui, tout à fait. Du coup, hop, ils l'ont retiré
viré, ils ont mis Taquet. Taquet, il n'était pas au taquet. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont dit, on a une idée. Et ils ont créé la CIVI, je crois ça s'appelle, avec à sa tête le juge Durand, qui est un mec formidable, qui vient de Bobigny, et qui se réunit avec différentes associations, avec des gens tout à fait à la fois informés, et qui proposent des trucs, alors en fait, il n'a pas droit de décision, il a juste le droit de dire des trucs de temps en temps. Donc, il dit des trucs, et puis je crois que c'est vers novembre 2023 qu'on décidera si on doit écouter ce que dit le juge Durand ou pas. Pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'il y a 100 gosses violés par jour. Enfin bon, on nous balade, quoi. Moi, je me souviens du numéro de claquette de Macron qui pleurait. On vous a compris. On vous aime. On ne vous lâchera jamais. Avec une voix blanche comme ça, un peu à film de François Truffaut, tu vois. Enfin, vous êtes très viril, là, pour Macron, je trouve, hein, quand même. Pas d'attaque personnelle. Non. Non, mais enfin, il avait c'est acteur studio. Il voulait être acteur, ce garçon. Son rêve, c'était d'être comédien. Et il l'est. Et là, il avait la larme à l'œil. Il avait un col roulé. Il était. Mais il me fait marrer en réalité. C'est presque. Ça va devenir un personnage drôle à la Chirac bientôt. Mais bon, bref. Macron n'a rien fait du tout. C'est le cadet de ses soucis. À chaque fois, il dit oui, je vais faire, et il ne fait pas. En gros, on crie dans le désert et il n'y a personne. Ça fait des années que ça dure. Et petit à petit, moi je vis au quotidien avec les personnes qui sont engagées sur le terrain dans ces combats-là. Je parlais de Mera Cellier, mais il y en a plein d'autres. Il y a Arnaud Gallet avec le mouvement Bibrève. Il y a... Bon. La France au cœur. Mais tout le monde devient chèvre. C'est-à-dire, on n'en peut plus en réalité. Parce qu'on a tellement l'impression qu'on se fout de notre gueule qu'à un moment, mais ça va mal finir. On parle des enfants. Eux, ils nous parlent de quoi? De la retraite. Bon, je la veux bien, la retraite, mais la retraite, le gasoil, le machin, et que je t'occupe avec des conneries. Nous, on parle des enfants. Mais tout ça, ça remonte, je vais vous dire. Cette peur de parler des enfants et de mettre le problème de façon centrale, elle remonte à l'affaire Dutroux. Le jour où les politiques français ont vu 300 ou 400 ou 500 000 Belges défiler dans la rue, parce que le juge Conrod, qui était en charge de l'affaire Dutroux, venait d'être viré, et que visiblement on tuait leurs enfants, on violait leurs enfants, et qui se sont dit on va tous sortir habillés en blanc et on va leur montrer. Là, les politiques français ont vraiment eu peur. Et je le tiens de qui? De Nicolas Sarkozy, qui me l'a raconté quand j'ai commencé à lui dire, déjà il y a fort longtemps, hein. Avant, il était encore ministre de l'Intérieur, donc ça date. C'est vers 2006. Je lui dis, mais il y a un putain de problème. Ouais, mais on n'a pas envie d'avoir tout le monde dans la rue à propos des enfants, puis voilà, puis circuler, puis c'est la vie, c'est comme ça. Non, c'est pas la vie, on n'est pas d'accord. Ouais, Karl Zéro, en fait, on entend, hein, c'est vrai qu'on se rend bien compte, nous aussi, que les choses, on a l'impression, n'arrivent pas à avancer sur ces questions-là. On parlait tout à l'heure de ce jeu de tout le monde se tient par la bichette, se protège l'un l'autre, parce que sinon, c'est une autre affaire qui va sortir. Et évidemment, j'ai commencé à citer l'affaire Epstein. Il y a pas vraiment de nouveau. À un moment donné, on a pu croire tous que ce serait le procès de la pédocriminalité, en fait, d'une certaine façon. Et puis, faut dire aussi, d'un gratin qui se protège, etc. Finalement, quand on dresse le bilan, Epstein s'est auto-suicidé, voilà, dans une prison ultra surveillée, rappelons-le, on en avait déjà parlé. On a son bras droit en France, même sort. Et puis, alors... L'admirable Brunel. Voilà, exactement. Et puis, on misait peut-être un peu plus sur Ghislaine Maxwell. Et puis, finalement, son procès n'a pas donné grand-chose. Là, on a quand même la juge fédérale, le 19 novembre dernier. Il s'est passé beaucoup de choses en novembre pour la pédocriminalité. La juge Presca qui a ordonné la divulgation de documents contenant le nom exact de certains des inconnus liés au trafiquant sexuel de Jeffrey Epstein. Parce que c'est vrai que cette liste de noms n'a toujours pas été divulguée, hein. Elle le sera en réalité. Peut-être ils lâcheront 2-3 noms de lampistes, mais elle ne sera évidemment jamais diffusée parce que là, au-delà de la pédocriminalité, on revient à ce qu'on disait au début. On touche au compromat, on touche au fait de piéger des gens de façon à les tenir pour tout après. Et il s'agit là de responsables politiques mondiaux. Oui. Et donc on ne peut pas rigoler avec ça, et donc on ne va pas lâcher au public la vérité sur ce genre d'histoire-là.
parce qu'il y a les services secrets, à la fois évidemment la CIA, il y a le Mossad, et parce que c'est un système, et c'est le système qui tient le monde. C'est comme ça qu'il marche. Et donc Epstein, à la limite, il y a une fille américaine, je ne sais pas si vous connaissez Whitney Webb, qui a publié 2 livres là-dessus qui sont épatants et qui racontent en fait les compromissions entre qui ont été conclus en fait pendant la Seconde Guerre mondiale entre d'un côté les services secrets américains et de l'autre côté les mafias américaines, c'est-à-dire italiennes, irlandaises, machin, pour créer ce système de chantage sexuel. Et putain, il arrive bien longtemps après, mais le système, il existe depuis ce 42 ou 43. Création de ce truc, de cette espèce de 5e colonne, on va dire. Et il n'en est que le reflet piètre, en vrai. Ça a toujours existé. Et les Russes, de leur côté, faisaient exactement la même chose. Si vous étiez invité là-bas de façon officielle, vous retrouviez une gamine dans votre chambre d'hôtel sans avoir rien demandé. Oui, bien sûr. Et les caméras tournaient, même si c'était des très grosses caméras. Oui, mais Dominique Strauss-Kahn, ça a été aussi un peu un coup monté d'une... Bon, on va pas... Ça, on sait pas. On sait pas. Moi, sur Strauss-Kahn, je pense qu'il était persuadé qu'il avait l'immunité, simplement. C'est tout. En fait, la question à laquelle je voudrais revenir derrière l'affaire Epstein, c'est se dire, bon, bah, ok, là, on voit bien que finalement, la justice, qui pourtant tenait certaines personnes en main, ne fait pas le travail attendu. Bon, certes, il y a aussi la lenteur de la justice. Et puis les accidents de la vie, donc ces morts qui arrivent les uns après les autres. Donc, qu'est-ce que vous, finalement, avec votre travail, vous espérez? Et là, c'est aussi une façon de vous relier avec ce dossier que vous proposez, des citoyens qui s'organisent contre la pédocriminalité. Est-ce que, finalement, c'est aux citoyens de forcer la justice, de forcer les politiques à prendre à bras-le-corps ces sujets qu'ils tentent de mettre de côté? La réponse est évidemment oui, et on a un exemple tout à fait récent, le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a eu, ça c'est indéniable, au sein de la société, une résonance et un résultat de changement de comportement de la part de la gente masculine vis-à-vis des femmes très très important. Il a permis qu'il y ait même au sein de la police une évolution dans le traitement de la réception des personnes qui viennent expliquer qu'elles ont été violées, etc., etc., etc. Ça a changé les choses. J'appelle à un mouvement idem pour les enfants. Les enfants, c'est quand même ce qu'on a de plus cher, c'est ce qu'il y a de plus mignon, c'est ce qu'il y a de plus adorable, c'est ce qu'il y a de plus innocent, c'est ce qui nous relie au sens même de la vie, de la nature, de ce qui est beau dans ce monde. Pourquoi on aime tous les couchers de soleil? Pourquoi on aime tous les enfants? Enfin, pas pour les violer, parce c'est formidable les enfants, et qu'on continue comme ça à faire comme si de rien n'était, en disant bah c'est pas grave, oui bah ça arrive, oui il aurait pu être renversé aussi par un bus, oui bien sûr, mais si on arrive à faire évoluer la société dans ce sens-là, mais on a fait une victoire mais gigantesque, c'est jamais arrivé, on a toujours mis ça sous le boisseau. Donc on a cette chance-là, et pourquoi on a cette chance? Parce qu'on a des petits médias, des petits réseaux, des petits téléphones, puis on se parle, et puis on se soutient, et puis on s'envoie des infos, et on fait sortir les trucs, et on les fait sortir. Alors évidemment, ils font pas le gros titre du journal de 20h, de TF1 ou de France 2, mais en fait, le journal de TF1 ou de France 2 du 20h, plus personne n'en a rien à foutre. C'est uniquement des gens de 90 ans où la télécommande est en panne. Et donc, ils sont arrivés dessus. Oui, puis il sera obligé de se plier si toute la population parle d'un sujet. Mais ils commencent déjà, en réalité, à se dire, oui, on va être obligé de traiter ça quand même, parce qu'on va passer pour... ils vont finir par voir, c'est un peu gros. Donc, ils commencent à se dire, on pourrait faire. Ah oui, attends, c'est confidentiel, donc je ne sais pas si je peux le dire. Oui, allez. Alors, je vais être très, très vague. Il y a une grande plateforme, pas la mienne, hein, moi c'est une petite plateforme, 3000 abonnés, mais grâce à cette émission, on sera 3500. Une très grande plateforme qui envisage de faire une série documentaire sur une affaire
très très connu en France et qui m'a donc téléphoné en me disant bon, on a besoin de vous parce que vous connaissez très très bien l'histoire. Le Landais alors. Ou trop. Je dirais rien. Ouais. Et j'ai dit mais moi mon intérêt c'est quoi? Si c'est pour venir montrer mon beau visage de vieillard, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux un droit de regard sur ce que vous ferez. C'est-à-dire, je veux bien participer ou vous donner des contacts, etc., pour enrichir votre série documentaire. Mais je veux que mon point de vue soit à part égale avec les autres points de vue. Ah oui. Donc, on en est là et on va voir ce que ça va donner. Bon, croisons les doigts. Nicolas Vidal. Allez, une question rapide, Karl, bien entendu. Est-ce que tu penses que le levier populaire de la transmission d'informations, de gens qui s'abonnent à la plateforme, de gens qui sont aujourd'hui sensibilisés à la pédocriminalité, pourrait faire basculer, du moins pourrait contraindre nos autorités politiques à changer les choses et surtout à avoir un avenir bien meilleur? Donc, est-ce que ce levier populaire, est-ce que les gens pourraient suffisamment, Karl, s'intéresser en nombre à ça pour pouvoir faire changer les choses? C'est ça la question de fond. Mais en réalité, la réponse, elle est dans le titre du film, 1 sur 5. Je rappelle que 1 sur 5, c'est les chiffres du Conseil de l'Europe. Une personne sur 5 a été abusée enfant. Ça fait combien de personnes en France? Ça fait pas loin de 13 millions de personnes. On parle de 13 millions de personnes. Et on parle des drames qui, chaque jour, arrivent dans les familles. Rappelons que l'inceste reste quand même notre ennemi et notre problème principal. Il y a les réseaux, il y a les trucs, ça excite les fact-checkers et les Libérations. Oui. Les réseaux n'existent pas, oui, mais le reste existe de toute façon. Combien même il n'existerait pas. Il y a quand même ce qui se passe à la maison, simplement. Donc, on parle de une personne sur 5. C'est énormément de monde. Ces gens-là, s'ils entendent le message, pas que mon message, le message de toutes les associations, de tous les gens qui essayent de parler de ça pour changer les lois, pour que les mecs ne prennent pas du sursis. Enfin, vous avez quand même vu ce guignol de juge qui vendait sa fille sur Internet pour être violée et il a pris que du sursis. Oui, il a pris que du sursis au final. Mais on rêve, ouais. Mais on rêve. Tout ça est à changer. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. On a du mal, mais on va y arriver. Moi, je dis, ils ont déjà perdu en vrai. Ils le savent, voilà. Ils le savent. Alors, on va le vivre dans les faits. Mais pour ça, il faut que tout le monde m'aide ou nous aide. Eh bien, c'est ce qu'on appelle tous nos éditeurs à faire. Hein. D'abord en s'abonnant à l'envers des affaires. C'est donc le numéro 7 qui sort. Et puis, il y a cette chaîne Karl Zero TV. Vous pouvez vous abonner également. Voilà, c'est facile. Hein, www.karlzero.tv. Juste une dernière question, Karl Zero. Mais vous n'êtes pas en danger, vous ? Ouais, mais oui, peut-être un peu, mais oui, je vais peut-être me suicider cet après-midi de 4 balles dans le dos. Oui, donc le suicide, vous prévenez tout de suite qu'a priori, écoutez, vous tenez à la vie. Voilà, je ne suis pas dépressif, je tiens à la vie, j'ai 3 enfants, une femme que j'adore, il y a vraiment... Non, vous n'avez pas peur, franchement ? Écoute, j'ai peur, non, j'ai pas peur du tout, parce que je les emmerde. Bah oui, mais justement. Qui viennent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Karl Zero. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.